Bonjour à tous, Simon Vesperini. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce que, il y a quelques jours en arrière, des amis russes m'ont transmis une vidéo extraite de la chaîne LCI, donc chaîne publique française, à une heure de grande écoute. Cette vidéo a pas mal tourné en Russie, elle a été traduite parce qu'elle a choqué les gens et je dois dire qu'elle me choque moi aussi en tant que Français. Dans cette vidéo, on a le présentateur, Monsieur Pujadas, journaliste, qui reçoit deux intervenants, une dame dont j'ignore l'identité, je n'ai pas fait plus de recherches que ça, et un journaliste éminent, connu, qui est Monsieur Jacques Quatremer. Et les voilà discuter tranquillement, bien de déportation, d'épuration ethnique, à la télévision, comme ça, tranquille entre eux, comme si c'était des concepts normaux. Ça me rappelle certains tournants, certains moments clés de l'histoire. Le moment où un pays, un peuple, un gouvernement, un système commence lui-même à croire dans sa propre propagande et commence à justifier ce que l'on pourrait qualifier de difficilement justifiable. On va analyser ça ensemble. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache qu'ici on est sur la chaîne où l'on parle de liberté, où l'on en parle librement et où l'on parle bien sûr et surtout des moyens de vivre libre. Sinon, c'est pas la peine d'en parler. Si tu n'es pas encore abonné, c'est l'occasion jamais de le faire et ça te permettra de soutenir cette chaîne gratuitement. Je te remercie. La discussion s'articule donc autour du concept de si l'Ukraine réussit à récupérer la péninsule de Crimée, dont ça fait partie de leurs objectifs militaires, avec des statistiques ethniques à la clé, là aussi c'est un petit peu choquant venant de journalistes français à la télé française, je suis navré. Aux 2/3 de Russes, eh bien la première étape c'est de faire partir justement ces Russes. De déporter ces populations, donc des populations russes, russiennes, de la Crimée vers, j'imagine, la Russie, en tout cas les forcer à se déplacer. Et nous avons là bien la personne de Monsieur Jacques Quatremer, un soutien de La République En Marche, un journaliste depuis une quarantaine d'années, Libération, LCI. Donc, je sais pas, je suis pas la télévision française tous les jours, mais du temps où je le faisais, ma foi, j'étais habitué à une bien-pensance, une pensée unique, en tout cas, à l'époque. On s'opposait, on dénonçait tout ce qui pouvait être considéré comme mal, comme mauvais, tout ce qui pouvait rappeler les heures les plus sombres de l'histoire. Mais que s'est-il donc passé? Alors je dois vous dire que dans les quelques recherches que j'ai faites, j'ai été assez stupéfait d'emblée. Voilà le profil Twitter de Monsieur Quatremer. Ceci venant de quelqu'un d'acculturé, bon, ça me choquerait pas, pourquoi ça me choquerait? Mais là on parle quand même de quelqu'un qui a fait la Sorbonne, qui est d'un autre niveau, je n'en doute pas un seul instant. Et on commence d'emblée par le point Goldwyn, là. Je veux dire, si on connaît l'histoire, et celle-là, ma foi, elle est quand même assez connue, on a à droite le président d'un pays qui, à l'époque soviétique, a quand même mis à bas le nazisme, à la perte de... Alors, on n'est pas tous d'accord là-dessus. J'ai entendu 20 millions, 30 millions, 40 millions de morts, mais bon, quoi qu'il arrive... ils ont été les ennemis principaux du nazisme, pendant qu'en France, quand même, on vendait des juifs. Et puis, à la gauche, bah ouais, on a le type qui était pour la déportation, l'épuration ethnique, la fameuse transplantation des juifs vers l'Est, enfin, qui a plus tendance à prôner ce que Monsieur Quatremer prône que le monsieur qui est à droite. Mais je fais là une parenthèse. Alors je vais partir du postulat qui est le postulat classique, c'est-à-dire que nous, en tant que Français, sommes les gentils, les bons. Nous nous plaçons du côté des gens qui condamnent les crimes contre l'humanité, qui condamnent les crimes en général, qui condamnent les agressions militaires, qui ne s'en prennent évidemment pas à des minorités sur la base de leur ethnicité ou de leur religion. Je vais m'en tenir à ce postulat-là. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je suis choqué. Puisque si je m'en tiens à la définition de la Cour pénale internationale, l'expulsion forcée d'une population en grand nombre s'appelle le nettoyage ethnique. Et il est considéré comme un crime contre l'humanité. Et dans un moment totalement lunaire, M. Pujadas, qui visiblement se veut la voix de la raison, de la modération, dit que bon, ça s'apparenterait peut-être un petit peu à la remigration de M. Zemmour. Si on était Éric Zemmour, on dirait que c'est de la remigration. Là, c'est très très simple. Non mais... Alors bon, déjà, petite parenthèse, la remigration de M. Zemmour, je suis pas là pour en parler, je m'en fous, j'ai jamais voté de ma vie. Mais je pense que c'est plus un argument choc électoraliste pour marquer les esprits, pour faire le buzz, que réellement une réalité pratique. Mais cela regarde les gens que cela regarde. Dans le cas présent, il ne s'agit pas de renvoyer chez eux des immigrés. On parle là de gens qui sont établis sur la péninsule de Crimée au moins depuis le XVIIIe siècle. Pour les populations, on va dire, russiennes. Et puis pour les populations tatares qui sont là, depuis plus longtemps encore. Non, ce à quoi cela s'apparente, excusez ma référence, mais c'est la mienne en tant que Corse, c'est un petit peu comme si à l'époque où les armées de Louis XV viennent conquérir la Corse,
on avait, sous prétexte qu'ils étaient citoyens de la République d'Eugène, expulser tous les habitants corses de l'île, donc qui étaient là à l'époque de Pise, à l'époque de Rome et à l'époque de Gênes aussi. On les avait simplement dégagés de chez eux en disant voilà, maintenant on ne veut plus que des Français ici puisque maintenant c'est devenu notre territoire. Voilà à quoi ça s'apparente. Ce n'est pas une remigration, c'est bien une épuration ethnique. D'ailleurs, c'est admis plus tard par Monsieur Quatremer que évidemment, c'est pas facile, ce sont des moments douloureux de l'histoire. Oui, c'est pour ça que d'habitude on les condamne. On n'en fait pas l'apologie. Pour les gens qui l'ignorent, brève histoire de la Crimée. Si on remonte au XVIIe, XVIIIe siècle, bon, ça suffit, c'est déjà assez loin. Il s'agit du Khanat des Tatars Nogais, à l'époque sous protectorat ottoman, puisque les Ottomans occupent une partie de ce qui serait aujourd'hui le sud de l'Ukraine, et pas que, mais la région qui nous concerne. En 1783, les armées de l'Empire russe de Catherine II vont battre l'Empire ottoman sur ce terrain-là et vont récupérer la Crimée. À ce moment-là, commencent à y vivre alors des Tatars qui restent là, ils restent jusqu'à l'époque soviétique, et encore aujourd'hui, et puis commencent à y habiter des peuples, on va dire, russiens, de l'Empire de Russie. On n'a pas à cette époque-là de notion, évidemment, d'Ukrainiens et de Russes, encore moins de gentils et de méchants, comme vous voudriez nous le vendre aujourd'hui. Puis, on avance dans le temps, on arrive à l'époque soviétique, où sont créées des républiques socialistes soviétiques, et existe à ce moment-là effectivement la République socialiste soviétique d'Ukraine, comme il existe la République socialiste soviétique du Bélarus et bien d'autres encore au sein de l'URSS. Et en 1954, le président Nikita Khrouchtchev à l'époque, qui lui-même est originaire de la République socialiste soviétique d'Ukraine, pour un anniversaire, de manière symbolique, rattache la Crimée à la République socialiste soviétique ukrainienne, mais vu qu'il se tient tout en haut de l'échelle de l'URSS, il donne quelque chose qui conserve quand même, puisqu'évidemment il s'agit là des territoires de l'URSS, donc il donne quelque chose qu'il ne perd pas, bien au contraire. C'est comme si demain on rattachait une ville de Provence au département de la Côte d'Azur, voilà, elle resterait quand même une ville française peuplée de Français. Et puis nous avançons un petit peu plus loin dans l'histoire, on arrive en 91, donc chute de l'URSS. À ce moment-là sont créées, à Minsk d'ailleurs, les républiques autonomes de Biélorussie, d'Ukraine, et par référendum est créée la République autonome de Crimée. Il se trouve que cette République autonome de Crimée va rester sous la coupe, alors sans rien de péjoratif, mais on va dire sous le contrôle de la République d'Ukraine à l'époque. Et tout se passe tant bien que mal jusqu'en 2014, où le fameux coup d'État de Maïdan, donc coup d'État pour les gens qui ne le savent pas encore, où des on va dire occidentaux, pro-Union européenne, prennent le pouvoir par la force, par un coup d'État des mains du président de l'époque, Viktor Yanukovych. À ce moment-là, le Parlement de Crimée ne reconnaît pas le nouveau gouvernement ukrainien. Et ils organisent un référendum par lequel le peuple décide d'un rattachement à la Russie, parce qu'on imagine qu'ils peuvent pas trop rester seuls, sinon ils se feraient reconquérir par l'Ukraine. Je sais qu'en France, il y a des référendums qu'on préfère ne pas écouter. On dit mais c'était un faux référendum en Crimée, les gens n'ont pas voté librement. Un petit peu comme en 2005 pour la Constitution européenne en France. Vous savez sans doute que les gens n'ont pas dû voter librement et c'est pour ça qu'il a mieux valu ne pas les écouter. Et quand on se veut donneur de leçons, quand on se veut les chantres de la démocratie, n'est-ce pas là l'expression la plus pure, la plus directe de la démocratie que le référendum populaire? Mais non, pas tous. Seulement s'ils donnent la bonne réponse. Donc effectivement, pour replacer le contexte, et j'en discutais d'ailleurs en vue de cette vidéo avec un copain qui s'appelle Nikolai, qui est originaire lui-même de Sébastopol, qui vit à Minsk aujourd'hui, donc c'était intéressant de discuter avec lui avant de faire cette vidéo. Les gens en Crimée ne font pas tant de différence que ça. Je suis ukrainien, je suis russe. Ils sont nés là, ils sont criméens, on va dire, comme leur famille depuis fort longtemps. Ce sont pas des immigrés, là, évidemment non. Et aujourd'hui, on peut en vouloir à l'armée russe, on peut en vouloir au pouvoir russe d'avoir organisé une guerre, mais on parle là de déporter des populations civiles, innocentes, ce sont juste des gens qui vivent là. Est-ce que vous vous en rendez compte? Puisqu'il y a déjà eu, en fait, une épuration ethnique en Crimée. Elle était organisée de l'époque du temps de Staline, où ils ont déporté les Tatars qui étaient restés là, les fameux Tatars de l'époque avant que l'Empire russe n'aille conquérir la Crimée. Mais notez, nous sommes français, nous sommes le camp du bien, nous ne validons pas les déplacements de population du dictateur Staline. Enfin, on les validait pas jusqu'à présent, visiblement. À titre de rappel, qui pense pas nécessaire, mais on sait jamais,
On a, avec l'OTAN, bombardé Belgrade, on s'en est pris aux Serbes, parce que le boucher Slobodan Milosevic déplaçait des populations musulmanes. Crime contre l'humanité. Et j'ai eu l'impression, jusqu'à présent, que quand il s'agissait de LCI, Libération, France Info, Arte, on était plutôt dans une certaine forme de bien-pensance, et en tout cas de temporisation de ce genre d'ardeur. La petite touche de la fin qui dit « Oh, j'aimerais qu'on s'intéresse à Kaliningrad aussi ». Moi, j'aimerais bien qu'un jour on parle de Kaliningrad. Est-ce que vous voulez nous refaire le coup du siège de Saint-Pétersbourg? Beaucoup de gens ne le connaissent pas, hein, le siège de Saint-Pétersbourg par la Wehrmacht et l'armée finlandaise qui laisse crever un tiers de la population civile de faim. Peut-être que vous voulez nous refaire ce coup-là, tant qu'on y est. Hein. En conclusion, je vous dirais que j'espère que les intervenants ou que la chaîne apporteront une lumière là-dessus, viendront éclairer leurs intentions qui évidemment, je l'espère, n'étaient pas de prôner l'épuration ethnique d'une péninsule entière. Parce que, vous savez, moi, en tant que youtubeur, et les autres youtubeurs comme moi, eh bien, on peut tomber sous la censure, on peut se faire bannir des réseaux sociaux pour incitation à la haine, pour apologie d'un crime contre l'humanité, et j'attends que la même logique, que la même rectitude de pensée soit attendue, demandée, venant de journalistes qui touchent incomparablement plus de monde que nous, d'autant plus sur des canaux publics. Sur ce, je vous le rappelle, pour pouvoir s'entretenir de choses dont on ne peut pas forcément parler sur les réseaux sociaux, sur certains canaux, parce que la censure y frappe, je vous attends dans mes contacts privés. Mes contacts privés, c'est là aussi que je vous offre des solutions pour pouvoir vivre libre. Mes contacts privés, donc premier lien en description de cette vidéo. Cette vidéo elle-même, si elle vous a apporté quelque chose, mettez-y un pouce vers le haut, partagez-la, parce que je trouve quand même qu'il y a des choses qui doivent se savoir, que l'on ne peut pas laisser passer comme ça. Il faut quand même un moment les dénoncer, au moins les remarquer. Donc faites tourner cette vidéo si vous le pouvez, et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.